Pourquoi un pays qui a reçu l'héritage d'un des plus vastes empires de l'histoire porte-t-il aujourd'hui une autre appellation? Que s'est-il passé entre l'époque où la Perse contrôlait de l'Égypte à l'Inde et celle de sa disparition? Et pourquoi les Perses, ce groupe qui a perduré malgré Alexandre le Grand, les Mongols et les califats arabes, sont-ils encore là aujourd'hui? S'exprimant dans leur propre langue et préservant une identité indélébile depuis 2500 ans? Il ne s'agit pas uniquement d'un changement de nom, c'est le récit de la manière dont une civilisation a résisté à tout, à la conquête, sur les religions, sur les empires, et comment l'histoire éclaire précisément les événements actuels au Moyen-Orient. Car ce que nous désignons sous le nom d'Iran n'est pas un pays semblable aux autres. C'est la terre de la Perse, costumée, robuste, et plus dynamique que jamais. Visualise un empire si immense que sa traversée à cheval d'une extrémité à l'autre prendrait des mois. Un empire réunissant Égyptiens, Babyloniens, Grecs, Indiens, Phéniciens et de nombreux autres peuples, tous placés sous une unique gouvernance et soumis à l'obligation fiscale d'un seul roi. Il s'agissait de la Perse à son sommet, approximativement vers 500 avant notre ère, sous le règne du roi Darius Ier. On évoque une étendue de presque 8 millions de kilomètres carrés, la plus vaste que le monde ait jamais connue jusqu'à présent. Pour te donner une perspective, à son apogée, l'Empire romain était de plus petite taille. Ce qui rendait la Perse remarquable n'était pas uniquement sa dimension, c'était ce qu'on trouvait à l'intérieur. Des villes telles que Persépolis, Suse et Ecbatane n'étaient pas uniquement des centres de commandement militaire. Ils constituaient des centres d'administration d'une complexité sans précédent. Le satrapie, qui constituait les provinces de l'Empire perse, était dirigé par des satrapes qui rendaient directement compte au roi. Un réseau de routes royales existait, reliant les coins les plus éloignés de l'Empire avec une efficacité qui ne serait pas retrouvée en Europe avant l'époque de l'Empire romain. Les coureurs perses étaient capables de couvrir plus de 2000 kilomètres entre Sardes et Suse en l'espace d'une semaine, grâce à un système de relais équestres et de postes établis tout au long du trajet. L'historien grec Hérodote a été tellement impressionné qu'il a noté que ni la neige, ni la chaleur, ni l'obscurité n'étaient des obstacles pour les messagers du roi perse. Cependant, un autre aspect distinguait la Perse de tous les empires antérieurs et explique sa remarquable pérennité. Les Perses ne dirigeaient pas en opprimant les peuples qu'ils avaient conquis. Ils exerçaient leur autorité en les intégrant. Quand Cyrus le Grand a conquis Babylone en 539 avant J.C., il n'a pas saccagé la ville ni asservi ses habitants. À l'inverse, il s'est affiché en tant que libérateur, à honorer leur divinité, à préserver leurs coutumes et à autoriser les Juifs captifs, exilés depuis des années, à regagner leur terre natale. Ce geste, consigné dans le renommé Cylindre de Cyrus, est reconnu par un grand nombre d'historiens comme la première proclamation des droits de l'homme de l'histoire. Ce n'est pas tant parce que Cyrus était un penseur idéaliste, mais plutôt parce qu'il a saisi une vérité qu'un nombre restreint de conquérants ont perçue. Les nations qui se sentent respectées ne se soulèvent pas. Cette vision politique était enrichie d'une dimension spirituelle unique grâce au zoroastrisme, qui constituait la religion officielle de l'Empire. Créée par le prophète Zoroastre des siècles passés, cette doctrine prônait que l'univers représentait un champ de conflit entre la vertu, Ahura Mazda, et le vice, Angra Mainyu, et qu'il incombait à chaque individu de s'engager du bon côté en fonction de ses pensées, ses discours et ses comportements. C'était une foi qui n'imposait pas de victimes humaines et ne réclamait pas l'anéantissement des divinités étrangères. Dans de nombreux aspects, c'était une religion d'État étonnamment tolérante. Cette tolérance se manifestait dans la politique impériale. Les populations conquises avaient la possibilité de continuer à vénérer leur divinité locale, tant qu'elles reconnaissaient l'autorité suprême du grand roi. C'est pour cette raison que lorsque les Grecs parlaient de la Perse, ils le faisaient avec une combinaison d'effroi et d'admiration.
Les Grecs, divisés en centaines de cités-États et constamment en conflit, considéraient la Perse comme un modèle d'ordre qu'ils ne parvenaient pas à instaurer eux-mêmes. La guerre entre la Grèce et la Perse, qui a vu naître des affrontements mythiques tels que ceux des Thermopyles et de Marathon, ne se limitait pas à une simple confrontation militaire. Il s'agissait d'une confrontation entre deux perspectives du monde. La cité grecque, modeste et soucieuse de sa souveraineté face à l'empire perse universel, immense et structuré. Durant plus de 2 siècles, c'était la Perse qui détenait l'avantage. Il existait d'importants empires avant l'ère perse. Les Assyriens exerçaient leur pouvoir avec une violence stratégique. Ils exilaient des communautés complètes, faisaient disparaître des cités pour instiller la terreur et exploitaient l'effroi comme moyen de domination. Les Babyloniens édifièrent des chefs-d'œuvre architecturaux. Cependant, ils gouvernaient avec une austérité qui n'accueillait aucune forme de diversité. Les Égyptiens voyaient le pharaon comme un dieu incarné, un exemple qui mobilisait l'ensemble de la civilisation en faveur d'une seule entité divine. Ces modèles partageaient tous un point commun: l'empire en tant qu'instrument d'extraction, où les peuples conquis offraient leur existence au service du centre. La Perse a rompu ce schéma d'une façon qui continue d'étonner les historiens à ce jour. Les Achéménides, la dynastie qui a édifié le premier vaste empire perse, ont élaboré ce que l'on pourrait nommer un impérialisme multiculturel bien avant même la notion de ce terme. Quand Darius Ier a mis en place le projet de construction de Persépolis, il a recruté des architectes grecs, des artisans babyloniens, des sculpteurs égyptiens et des travailleurs de multiples nationalités. Les archives administratives découvertes à Persépolis indiquent que ces ouvriers percevaient des rémunérations en nature, céréales, vin, bétail, sans tenir compte de leur provenance. Ils n'étaient pas des esclaves. Ils ont été employés dans un projet impérial qui les incluait. Le système des satrapies représentait en lui-même une innovation politique remarquable. Chaque satrape disposait de l'autorité nécessaire pour diriger sa province en adhérant aux lois et traditions locales, tout en demeurant fidèle au cadre impérial. Toutefois, Darius n'avait pas une confiance aveugle en ses satrapes. Il mit en place un réseau d'inspecteurs royaux appelés les yeux et oreilles du roi, qui parcouraient l'empire déguisé pour s'assurer que les satrapes n'exploitaient pas leur autorité ou ne se soulevaient pas. C'était fondamentalement un système d'audit impérial, complexe, efficient et incroyablement moderne. Le commerce à grande échelle a été facilité par l'utilisation de la monnaie, le darik, produit en or. Les commerçants avaient la possibilité de parcourir de la mer Égée à la rivière Indus en employant un système monétaire uniforme sous le couvert des voies royales et des troupes impériales. Cela a engendré une économie interconnectée qui a révolutionné le commerce à travers l'Asie de l'Ouest et centrale. Quand les Grecs cherchaient à dépeindre une richesse sans limite, ils se contentaient d'un seul terme: perse. Le monarque perse n'était pas uniquement le souverain le plus puissant à l'échelle mondiale. C'était, de manière littérale, l'individu le plus fortuné ayant jamais existé. Toutefois, ce qui était le plus étonnant chez les Perses n'était ni leur richesse ni leur force militaire. C'était sa faculté à assimiler des influences extérieures et à les métamorphoser en une création originale et authentique. Les Perses ont adopté l'écriture cunéiforme des Babyloniens, le système de mesures et de poids des Mèdes, les coutumes artistiques égyptiennes, ainsi que la philosophie pragmatique des Grecs. Ce n'est pas avec servitude, mais avec la conviction de ceux qui comprennent qu'ils peuvent tirer le meilleur de chaque culture sans sacrifier leur propre identité. Cette aptitude à assimiler et à métamorphoser culturellement, cette faculté de persister en intégrant sans s'éteindre, serait la solution qui assurerait la survie de la civilisation perse durant les 15 siècles qui suivirent. Une question que peu de personnes se posent est la suivante. Si la Perse était si vaste, si puissante et si influente, pourquoi les manuels d'histoire lui accordent-ils beaucoup moins d'importance qu'à Rome ou à la Grèce aujourd'hui? La réponse à cette question est claire et humaine. L'histoire est rédigée par les gagnants.
En ce qui concerne la Perse, la narration prédominante a été rédigée par les Grecs, les Romains et possiblement les Européens. Tout le monde a un intérêt tangible à dépeindre la Perse comme l'adversaire, l'autre, le barbare fortuné mais tyrannique qui faisait face à la liberté occidentale. Toutefois, le legs perse est omniprésent, si vous savez où le chercher. L'idée d'un gouvernement central qui accepte la diversité locale a des racines perses. Le concept d'un code de loi universel appliqué par des vérificateurs indépendants est idéaliste. Le judaïsme post-exilique a été fortement influencé par le zoroastrisme, avec l'émergence de concepts tels que Satan, le jugement dernier et la résurrection des morts dans la pensée juive, spécifiquement après une longue cohabitation entre les Juifs et les Perses à Babylone. Ces idées ont été transmises au christianisme et à l'islam par le biais du judaïsme. Dans de nombreux aspects, la civilisation occidentale doit plus à la Perse qu'elle ne l'accepte volontiers. Le nom en dit long. Les Perses n'appelaient pas leur terre la Perse. On les désignait sous le nom d'Aryanam Ikshatra, signifiant l'empire des Ariens ou tout simplement Iran. Le terme perse dérive de Parsa, une région du sud de l'Iran actuel où la dynastie achéménide était originaire. Les Grecs ont ensuite adopté ce nom pour faire référence à l'ensemble de l'empire. Durant plusieurs siècles, l'Europe a employé cette appellation grecque pour désigner un peuple qui ne s'est jamais identifié sous ce nom. C'était comme si tous se référaient à la France sous le nom de Gaule, en raison de l'appellation romaine, sans tenir compte du nom que les Français eux-mêmes emploient. Cependant, à l'opposé de la Gaule qui s'est progressivement transformée en France sans bouleversement politique, le passage de la Perse à l'Iran au XXe siècle a été un acte intentionnel, riche en portée politique. Pour saisir cette situation, nous devons d'abord déchiffrer tout ce qui s'est déroulé entre 330 avant notre ère, moment où Alexandre le Grand a incendié Persépolis, et 1935, lorsque le gouvernement iranien a demandé au monde de ne plus désigner son pays sous le nom de Perse. Parce que durant ces 22 siècles, tout s'est produit sans exception. En 334, avais-je J.C. Un roi macédonien de la jeunesse de 21 ans a franchi l'Hellespont avec une force d'environ 40 000 soldats, entamant une conquête qui allait à jamais transformer le monde. Il s'appelait Alexandre, et son objectif affiché était de se venger des invasions perses de la Grèce qui s'étaient produites 150 ans plus tôt. Cependant, ses aspirations réelles dépassaient largement cela. Alexandre n'avait pas l'intention de conquérir la Perse. Il aspirait à devenir la Perse. Les combats ont été brefs et dévastateurs. À Granique, Issos et Gaugamel, les forces perses, supérieures en nombre mais moins unies, ont été vaincues par la supériorité tactique des Macédoniens. Le roi perse Darius III a fui à 3 occasions distinctes, laissant derrière lui sa famille, son trésor et sa dignité. L'empire achéménide perse était tombé en ruine pour l'année 330 avant J.C. Alexandre a conquis les capitales de l'empire, l'une après l'autre, Sardes, Suse, Persépolis et Ecbatane. Et dans une action contestée même par ses propres généraux, certains prétendaient que c'était un acte accidentel provoqué par l'alcool. D'autres affirmaient que c'était intentionnel. Il a incendié le palais de Persépolis, la merveille architecturale de l'Empire et la représentation la plus manifeste du pouvoir perse. L'incendie de Persépolis, cette nuit de 330 avant J.C., a scellé la fin d'une ère. C'est ici que la fascination commence. Alexandre, en soumettant la Perse, a été totalement séduit. Il s'habilla à la manière perse. Il prit pour épouse Roxane, une princesse issue de la noblesse iranienne. Il a orchestré le fameux mariage de Suse, événement durant lequel lui-même et 90 de ses généraux ont épousé en même temps des femmes de l'aristocratie perse. Ceci dans le but de fusionner génétiquement et culturellement les conquérants avec ceux qu'ils avaient conquis. Il emboîta le pas du protocole de la cour perse, intégrant la proskinésis, l'acte de se prosterner devant le roi. Un geste qui scandalisa intensément ses compagnons macédoniens, voyant en cela une pratique réservée aux esclaves. En résumé, Alexandre
a été le premier conquérant occidental à essayer de s'intégrer à la culture perse, et il a échoué. Ce n'est pas parce qu'il a été rejeté par la Perse, mais plutôt parce qu'il est décédé avant de pouvoir achever son projet. Alexandre est décédé à Babylone en 323 avec J.B.C., âgé de 32 ans. Suite à sa mort, son empire a été réparti entre ses généraux, connus sous le nom de Diadoques. La portion iranienne demeura sous le contrôle de Séleucos, qui a établi la dynastie séleucide. Et ici, un phénomène qui se reproduirait sans cesse tout au long de l'histoire iranienne s'est produit. Les envahisseurs arrivaient, régnaient un certain temps, puis étaient intégrés. Les Séleucides ont dirigé l'Iran pendant un peu plus de 100 ans, mais à la fin de leur règne, la culture perse avait presque entièrement préservé son intégrité. Les élites locales poursuivaient l'usage de la langue iranienne. Les temples dédiés au zoroastrisme demeuraient en activité. On continuait à utiliser les noms persans. L'invasion grecque avait imposé un vernis hellénistique sur la culture iranienne sans pour autant éliminer ce qui existait auparavant. L'épisode le plus illustratif de cette résilience culturelle est survenu avec les Parthes. En 247 avant J.C., une tribu iranienne située au nord-est, connue sous le nom de Parni, qui prendra plus tard le nom de Parthes, a commencé à se développer. En l'espace de quelques décennies, elle a réussi à déloger les Séleucides d'Iran et à instaurer un nouvel empire. Sur de nombreux aspects, les Parthes manquaient de la sophistication culturelle des Achéménides. Cependant, ils ont saisi un élément essentiel. S'ils aspiraient à être légitimes, il leur fallait revendiquer l'héritage perse. Ils se sont déclarés comme les héritiers de la tradition achéménide. Ils ont adopté le zoroastrisme comme leur religion officielle. Et durant près de 5 siècles, ils ont dirigé un empire qui a préservé l'étincelle de l'identité iranienne vivante. En l'an 224 après J.C., un aristocrate de la zone de Persis, identique à celle du sud de l'Iran où les Achéménides ont vu le jour, s'est soulevé contre le dernier monarque parthe et l'a tué lors d'un affrontement. Il s'appelait Ardashir Ier et grâce à cette conquête, il établit la dynastie sassanide. Ce qui a suivi était remarquable. Les Sassanides ont non seulement rétabli l'empire iranien, mais ils l'ont également réinventé. Et ils ont délibérément tourné leur regard vers le passé, se réclamant des héritiers authentiques des Achéménides. Les Sassanides ont fait du zoroastrisme une religion d'État avec un degré d'intensité jamais atteint par les Achéménides. Ils ont établi un clergé zoroastrien structuré et influent, les Mobédanes, qui exerçaient une véritable influence politique à la cour. Ils ont instauré une bureaucratie impériale raffinée, dotée de leur propre système d'écriture, le Pahlavi moyen, et ont établi une littérature qui a consigné pour la première fois par écrit l'histoire, la mythologie et le savoir de la tradition iranienne. Sous la dynastie des Sassanides, l'Avesta, considéré comme le texte sacré du zoroastrisme, a été mise en forme et canonisée. Ce n'était pas simplement une religion. Il s'agissait d'une identité nationale convertie en texte. Durant 4 siècles, l'Empire sassanide a constitué un important adversaire pour Rome, puis pour Byzance. Les conflits entre ces deux empires sont légendaires. Des décennies de combats, d'accords, de trahisons et de reconquête. En l'an 260, le roi sassanide Sapor Ier a pris en captivité l'empereur romain Valérien, un événement sans précédent et unique dans l'histoire où un empereur romain de ce rang a été fait prisonnier par un adversaire. Il est si profondément ancré dans la mémoire collective iranienne qu'un bas-relief à Nakhch et Rostam, sculpté dans la pierre, illustre Sapor à cheval acceptant la reddition de l'empereur romain. Ce relief existe toujours aujourd'hui. Il est connu des Iraniens. Et il se rappelle, le VIe siècle a marqué l'apogée de la dynastie sassanide. Sous le règne de Khosroès Ier, également connu en Iran sous le nom d'Anushirvan, celui à l'âme immortelle, l'empire a atteint un niveau d'organisation administrative et de culture sans précédent. Des facultés de médecine, de philosophie et de sciences ont été créées.
En 529, lorsque Justinien a décidé de fermer l'académie de Platon à Athènes en la jugeant comme une institution païenne menaçante, de nombreux philosophes y ont cherché asile auprès de la cour sassanide. Au moment où le monde chrétien rejetait la pensée grecque, la Perse en est devenue le gardien. Cette ironie historique, où la Perse conserve l'héritage philosophique grec qu'elle transmettra par la suite au monde via les traducteurs arabes, témoigne de la richesse culturelle de cette civilisation. Cependant, en l'an 602, un conflit destructeur a surgi entre l'Empire sassanide et l'Empire byzantin, s'étendant sur une durée de 26 ans et éreintant totalement les deux parties impliquées. Quand la paix a été instaurée en l'an 628, les deux empires se retrouvaient économiquement ruinés, militairement diminués et politiquement instables. Personne à ce moment-là n'aurait pu prévoir ce qui allait se produire. Un nouveau régime était en train de naître, émanant du sud, depuis la péninsule arabique, et cela bouleverserait tout. Le prophète Muhammad a quitté ce monde en 632. À cette période, l'islam avait réussi à unifier une grande partie de la péninsule arabique. Les califats qui ont suivi Muhammad ont manifesté une dynamique d'expansion que les populations arabes, historiquement divisées et limitées à leur désert, n'avaient jamais démontré auparavant. Les deux puissances majeures voisines, Byzance au nord et la Perse à l'est, constituaient les premières cibles naturelles. Et la Perse, épuisée après des décennies de conflits avec Byzance, était l'objectif le plus vulnérable. L'année 636 a vu la bataille de Al-Qadisiyah, un événement déterminant. Malgré une infériorité numérique, l'armée arabe a triomphé de l'armée sassanide lors d'un affrontement qui s'est étalé sur 4 jours, porté par une foi religieuse intense. Le général perse Rustam a trouvé la mort sur le terrain de guerre. L'armée arabe a progressé. Ils ont conquis Ctésiphon, la capitale sassanide, en l'année 637. Yazdegerd III, le dernier monarque sassanide, a tenté de fuir vers l'Orient à la recherche d'alliés qui ne se sont jamais manifestés. Il a finalement été tué en 651 par ceux qui l'avaient gouverné près de Merv. La mort de cet empereur a marqué la fin de l'empire sassanide. La Perse a mis fin à son existence en tant que nation souveraine. Il est ardu de surestimer l'ampleur de ce qui s'est produit par la suite. Les Arabes ne se sont pas limités à la conquête de territoires. Ils ont introduit une nouvelle foi, une langue inédite pour les rites et la gestion, un calendrier innovant, de nouvelles désignations et une autre perspective sur le monde. La foi millénaire du zoroastrisme, originaire d'Iran, a été progressivement transférée. Les temples du feu ont été soit fermés, soit transformés en mosquées. L'usage des textes sacrés en Pahlavi a été progressivement remplacé par celui de l'arabe. Les noms d'origine iranienne ont commencé à être substitués par des appellations arabes. Au cours de 2 générations, la langue utilisée dans l'administration officielle en Iran a évolué du moyen perse vers l'arabe. Pour une nation qui avait associé son identité au zoroastrisme, à sa langue propre et à sa tradition littéraire et philosophique distincte, cela représentait une catastrophe existentielle. Néanmoins, la Perse a perduré, pas préservé, pas sans changement radical, mais il a tenu bon. Et le récit de la manière dont il s'y est pris pourrait bien être le plus captivant de toute l'histoire iranienne. Les historiens évoquent un phénomène qu'ils désignent sous le terme d'iranisation de l'islam. Pour saisir ce sujet, il est essentiel de débuter par une interrogation délicate. Pourquoi les Iraniens ont-ils embrassé l'islam? La réponse évidente, ils ont été conquis et n'ont pas eu d'autre choix, est partiellement vraie, mais très loin de l'être dans son intégralité. Car les conquis qui ne souhaitent pas se convertir ne le font pas ou seulement de manière superficielle. Ce qui s'est produit en Iran était distinct. Une proportion importante de la population perse a embrassé l'islam de façon véritable, puis ils l'ont métamorphosé de l'intérieur. L'invasion arabe a eu lieu dans une Perse profondément divisée sur le plan social. Le système sassanide était strictement hiérarchisé. La noblesse guerrière au sommet, suivie des prêtres zoroastriens, les artisans et les commerçants au centre, et une grande quantité de paysans à la base,
nombre d'entre eux vivant dans des conditions semblables à celles d'un état de servitude. L'islam a apporté un message profondément égalitaire: tous les fidèles sont frères, indépendamment de leur origine ou de leur descendance. Pour les agriculteurs persans qui avaient servi une noblesse les dédaignant pendant des siècles, ce message avait une véritable et compréhensible attirance. Cependant, la conversion n'a pas été intégrale ni automatique. Durant le premier siècle de la conquête arabe, les Persans qui embrassaient l'islam étaient classés comme des mawalis, clients, affranchis, adoptés, des tribus arabes. Théoriquement, ils avaient une égalité devant Dieu. En fait, ils étaient des citoyens de moindre importance, dans un régime politique où les Arabes détenaient le pouvoir effectif. Cette discrimination a provoqué du ressentiment, qui s'est ensuite mué en résistance culturelle. Les Iraniens ont commencé à revendiquer leur patrimoine culturel, non pas en opposition à l'islam, mais dans le cadre de l'islam. Le principal outil de cette revendication était sa langue maternelle. Le farsi, ou persan moderne, représente l'une des plus remarquables histoires de préservation linguistique à travers les âges. Durant presque 200 ans suivant la conquête arabe, l'arabe demeura la langue dominante dans les domaines du pouvoir, de la religion et de l'administration en Iran. Le vieux persan semblait voué à s'éteindre en tant que langue littéraire, tout comme de nombreuses autres langues avaient disparu devant l'arabe. Il n'a toutefois pas disparu. Elle a subi une transformation. Il a adopté l'alphabet arabe, étant donné que le zoroastrisme et son écriture pahlavi étaient trop liés à la religion ancienne. Cependant, il a conservé sa grammaire, son vocabulaire fondamental, sa musicalité interne et sa capacité à transmettre des nuances émotionnelles que l'arabe ne retranscrit pas de la même façon. Le renouveau du persan en tant que langue littéraire au IXe et Xe siècle représentait une manœuvre politique camouflée sous la forme de la poésie. Des poètes tels que Rudaki, Ferdousi et plus tard Rumi, Hafez et Omar Khayyam ont composé en un farsi qui fusionnait le lexique arabe avec la grammaire et la sensibilité iranienne, donnant naissance à une œuvre novatrice et puissante. Le Shahnameh de Ferdousi, également connu sous le nom de Livre des rois, a été la pièce maîtresse de cette renaissance. Il s'agit d'un poème épique de 60 000 vers qui retrace l'histoire mythique et historique de l'Iran, depuis la genèse du monde jusqu'à l'invasion arabe. Il a fallu 30 ans à Ferdousi pour le rédiger. Et à sa conclusion, selon le mythe, il affirmait avoir érigé avec ses vers une forteresse que le temps ne saurait détruire. Il avait raison. Le Shahnameh constitue actuellement la pierre angulaire de l'identité culturelle iranienne, récitée dans les établissements scolaires, lors des cérémonies nuptiales et en famille. Un peuple qui détient ce livre ne peut pas se perdre de vue. Nous appelons cette période historique l'âge d'or de l'islam, qui s'étend approximativement du 8e au 13e siècle. C'est durant cet intervalle que le monde islamique a constitué le cœur de la pensée intellectuelle mondiale. Dans des domaines tels que l'astronomie, les mathématiques, la médecine, la philosophie, la littérature et l'architecture, le califat islamique a largement devancé l'Europe médiévale durant plusieurs siècles. Les Perses se trouvaient au centre de cette effervescence culturelle. Le califat abbasside, successeur des Omeyyades depuis 750, a transféré son siège de Damas à Bagdad. Cette dernière ville, bâtie sur des terres perses et dessinée par des architectes persans, s'est érigée dans une région qui avait autrefois constitué le centre de l'empire sassanide. Ce n'était pas une coïncidence. Les Abbassides ont accédé au pouvoir en partie grâce à l'appui des élites perses du Khorasan, las de la discrimination subie sous le règne des Omeyyadés. Une fois en place, les Abbassides ont largement fait appel à la noblesse et à la bureaucratie perse pour gérer leur empire. La famille Barmaki, de provenance perse et zoroastrienne devenue musulmane, a exercé pendant de nombreuses années le pouvoir véritable derrière le trône des Abbassides. Yahya al-Barmaki a occupé le poste de vizir sous Haroun al-Rachid, le calife des 1001 nuits. Il ne s'agit pas uniquement de littérature, c'est du passé.
La majorité écrasante des figures importantes de la science et de la philosophie islamique médiévale sont d'origine persane. Avicenne, également connu sous le nom d'Ibn Sina, a vu le jour près de Boukhara, actuellement en Ouzbékistan, au sein d'une famille de langue persane. Jusqu'au XVIIe siècle, son canon de la médecine a servi de référence standard dans le domaine médical en Europe. Al-Biruni, un autre savant iranien originaire du Khorasan, a été le premier à estimer avec précision la circonférence de la Terre. Il est également l'auteur de la première ethnographie digne d'intérêt consacrée à l'Inde. Nous avons tiré le terme algèbre du titre de son ouvrage Al-Kitab al-Mukhtasar fi Hisab al-Jabr, appartenant à Al-Khwarizmi, qui était aussi d'origine iranienne. La liste n'en finit pas. Razi dans le domaine médical, Farabi en philosophie et Omar Khayyam en mathématiques et astronomie. Quand l'Europe a renoué avec la connaissance grecque grâce aux traductions arabes, de nombreux écrits avaient été conservés, analysés et enrichis par des Iraniens rédigeant en arabe. L'influence perse était également prépondérante dans les domaines de l'architecture et des arts. La coupole, l'arc, le jardin formel, la céramique émaillée, la miniature et le tapis, tous ces aspects que nous associons à l'architecture islamique sont en vérité une amalgamation de la tradition architecturale et décorative perse avec la nouvelle religion. La grande mosquée n'était pas une création exclusivement arabe. Elle était un édifice dont la conception et l'embellissement étaient fortement inspirés par les palais et temples de l'ancien empire sassanide. Les spécialistes de la langue arabe et persane continuent à discuter du point de démarcation entre l'arabe et le persan dans le contexte de la culture islamique médiévale. Il ne fait aucun doute que sans l'implication de la Perse, cet âge d'or aurait été nettement moins éclatant. Le paradoxe est captivant. Les Arabes ont conquis les Perses. Cependant, par la suite, ils ont dominé culturellement ceux qui les avaient conquis. Non avec des armes, mais plutôt avec la gestion, la science, la poésie et l'architecture. Et ils ont réussi sans renoncer à leur identité. Ils ont préservé leur langue, ils ont préservé leur mémoire historique, ils ont préservé leur orgueil. Et lorsque l'heure est arrivée, ils ont exploité cette fierté pour se démarquer du monde arabe d'une manière qui modifierait à jamais l'histoire de l'islam. En l'an 680 de notre ère, sur les vastes terres de Kerbala, aujourd'hui en Irak, a eu lieu une confrontation qui n'était qu'un chapitre trivial des conflits internes du jeune islam pour la plupart des gens. Pour les chiites, et plus spécifiquement pour les Iraniens, c'est là que s'est construit l'essentiel de leur identité religieuse. Avec une armée réduite, Hussein ibn Ali, descendant du prophète Muhammad, a défié l'armée du calife Omeyyade et Yazid et a subi un massacre aux côtés de la plupart de ses compagnons. Il a perdu la vie sur ce champ de bataille. Et son décès a été, pour ceux qui l'ont observé, quelque chose d'illogique. Le petit-fils du prophète tué par ceux qui se revendiquaient de l'islam. Cependant, la question sur laquelle les historiens ont discuté pendant des siècles est pourquoi l'Iran, et presque exclusivement l'Iran, a-t-il embrassé le chiisme en tant qu'identité nationale? La majorité des Arabes d'Irak et de Syrie présents à Kerbala, témoins de la mort de Hussein, sont demeurés sunnites. Même ceux qui n'étaient pas à Kerbala, les Iraniens se sont transformés en les plus fervents protecteurs de la mémoire de ce martyr. Pourquoi? La réponse la plus convaincante est liée à la psychologie du ressentiment perse. Dans sa dimension théologique originelle, le chiisme représentait la doctrine de ceux qui avaient été injustement exclus du pouvoir. Ali ibn Abi Talib, qui était à la fois le cousin et le gendre du prophète, a été classé 4e dans la lignée de succession califale, en dépit de ses antécédents irréprochables. Ses adeptes, les chiites, qui se nomment littéralement le parti d'Ali, estimaient que ce transfert était une usurpation déloyale. Hussein a perdu la vie en tentant de revendiquer ce qui lui était dû légitimement. À ses débuts, le chiisme était une doctrine portant sur l'illégitimité du pouvoir.
sur la tyrannie exercée par les puissants sur les justes et sur le martyre en tant qu'acte de résistance. Pour les Perses, se percevant comme étant opprimés par l'aristocratie arabe qui les considérait comme des citoyens de moindre importance malgré leur embrassement de l'islam, ce message avait une résonance bien plus profonde que n'importe quelle doctrine théologique abstraite. Le chiisme leur proposait un contexte religieux pour exprimer leur mécontentement politique. Cela leur donnait l'opportunité de déclarer « Nous ne renions pas l'islam, mais nous refusons les Arabes qui ont trahi le véritable islam. » Hussein, décédé à Kerbala, était l'incarnation parfaite, la justice piétinée par l'autorité. Les Perses s'identifiaient à Hussein d'une façon que les Arabes sunnites n'ont jamais totalement saisie. L'issue a été une fusion singulière et irréversible. L'identité iranienne et le chiisme se sont amalgamés d'une manière telle qu'ils sont aujourd'hui presque impossibles à dissocier. L'Ashura, la célébration annuelle du martyre d'Hussein, est en Iran un moment de deuil national qui immobilise le pays pendant plusieurs jours. Les processions, les pleurs rituels et l'automutilation sous leurs formes les plus extrêmes, ce sont des manifestations d'une souffrance qui transcende largement la théologie. Il s'agit de l'expression d'un aspect profondément iranien, d'une culture qui a intégré la souffrance consciente et la fierté face à l'oppression au cœur de son identité. C'est sur le fondement du chiisme national iranien que se bâtirait le premier État iranien véritablement moderne, l'Empire safavide. On entend souvent une expression en persan parmi les Iraniens, « Ma Irani astim », nous sommes Iraniens, c'est manifestement évident. Cependant, dans le cadre de 15 siècles d'histoire, c'est une affirmation remarquable, car durant la plupart de ces 25 siècles, être iranien ne constituait pas un avantage politique, c'était une forme de résistance culturelle. C'était la résolution, réaffirmée de génération en génération, de ne pas perdre de vue le passé. Le Novruz, ou le Nouvel An persan qui est fêté lors du premier jour du printemps, est une tradition en Iran qui remonte à plus de 3000 ans. Il a résisté à la conquête grecque. Elle a résisté à la conquête arabe. Elle a perduré après l'invasion mongole. Les autorités islamiques l'ont plusieurs fois défendu, le jugeant incompatible avec l'islam et en tant que fête zoroastrienne païenne. Et à chaque interdiction, la population a quand même célébré en secret, en famille, préservant ainsi les traditions, le Haft Sin avec ses 7 symboles, le feu sacré, la visite aux parents et l'entame d'un nouveau cycle. Le Novruz ne se limite pas à être une simple célébration, c'est une affirmation de présence. La fierté pour la poésie classique persane agissait de la même façon. Lorsque l'identité iranienne était particulièrement en danger, durant la période mongole au XIIIe siècle, puis sous le règne des Ouzbeks au XVIe siècle, les Iraniens trouvaient refuge chez Ferdoussi, Hafez, Rumi et Saadi. Ces écrits n'étaient pas destinés à divertir. Ils constituaient l'archive vivante de ce qu'avait été ce peuple, de ses pensées, de ses passions, de ses rêves. Une société capable de se remémorer ses poètes par cœur en période d'obscurité est une société qui ne risque pas de s'évanouir. Quant à la langue, le persan a persisté à être la langue de la culture et de la grande littérature dans l'ensemble du monde islamique oriental pendant des siècles, même lorsque l'Iran était politiquement divisé ou sous contrôle étranger. Dans la cour des sultans moghols en Inde, ni l'hindi ni l'arabe n'étaient la langue officielle de la culture. Il s'agissait du persan. Dans les contrées d'Asie centrale, sous l'emprise des dynasties turco-mongoles, le persan était la langue de l'élégance. Les poètes les plus érudits de l'Empire ottoman rédigeaient non seulement en ottoman, mais aussi en persan. La langue du peuple vaincu s'est transformée en langue culturelle de l'Empire d'Asie centrale. Rares sont les civilisations qui ont réussi à réaliser un tel paradoxe. Ce qui caractérise de manière unique la civilisation iranienne, c'est sa capacité de survie. De nombreux groupes de personnes survivent. C'est le fait de survivre sans prétendre être quelque chose d'autre. Les Perses n'ont jamais prétendu être des Arabes, des Grecs ou des Mongols. Ils ont assimilé ce qui était bénéfique de chaque conquête, l'ont transformé en une forme clairement perse et ont poursuivi leur chemin.
Cette aptitude à assimiler sans renoncer à son identité est la caractéristique la plus distinctive de cette civilisation. C'est également l'aspect le plus complexe à saisir pour les Occidentaux, qui ont tendance à considérer l'identité culturelle comme quelque chose qui s'évanouit lorsqu'elle se fusionne avec une autre. En Iran, la fusion a constamment engendré quelque chose de plus irano-iranien, jamais moins. En 1501, un adolescent de 14 años à caballo hizo su entrada dans la ville de Tabriz en tête d'une armée de guerriers turcomans appelés Kızılbaş, tête rouge, à cause de leur turban rouge. On l'appelait Ismail. Era el dirigente de una orden sufí mística que había aumentado su influencia en el noroeste de Irán durante varias décadas, fusionando el chiismo con aspectos del misticismo iraní y mostrando una devoción casi fanática hacia la figura de su líder. En Tabriz, el día señalado, Ismail declaró oficialmente la fe chií duodecimana como la religión del nuevo Estado iraní. C'est avec cette action que la dynastie safavide a été lancée, représentant l'événement le plus significatif de l'histoire iranienne depuis la conquête arabe. Los safavidas asumieron el control de un Irán dividido. En los siglos pasados, el área iraní estuvo bajo el mando de diversas dinastías turco-mongolas, que a pesar de abrazar en gran medida la cultura persa, no lograron establecer un Estado iraní unificado con límites firmes y una identidad nacional consistente. Los ejércitos de Genghis Khan, originarios de Mongolia y que invadieron Irán en el siglo XIII, causando la más grande catástrofe demográfica del país, se calcula que las guerras mongolas acabaron con entre un 33% y el 50% de la población iraní. Arrasaron las ciudades, los sistemas de riego y las estructuras administrativas que habían estado operando durante siglos. La recupération démographique de Irán tomó más de un siglo. Et quand cela s'est produit, c'était pour succomber à de nouvelles vagues de conquête. L'astuce politique des Safavides a été de comprendre qu'ils avaient besoin d'un facteur unifiant qui soit exclusivement iranien, quelque chose qui distinguerait leur État de tous ses voisins. El chiismo representó ese componente. Antes de la era safávida, la mayor parte de los iraníes practicaba el sunismo, al igual que en gran parte del mundo islámico. Los safávidas alteraron eso con fuerza en el lapso de una generación. Se formaron clérigos chiitas de los santuarios sagrados en Irak y Líbano para que instruyeran a la población. Aquellos que se oponían a la conversión al chiismo enfrentaban consecuencias drásticas. El proceso fue forzado, violento en algunas situaciones, pero también fue increíblemente eficiente. Hacia finales del siglo XVI, Irán se caracterizaba por ser predominantemente chiita. L'impact géopolitique de cette décision a été instantané et durable. Al este, los uzbecos sunitas eran adversarios por naturaleza. El Imperio Otomano Sunita, que en ese periodo era el Estado musulmán más fuerte del mundo, se transformó en el principal oponente. La première grande confrontation entre le naissant empire safavide et la puissance ottomane a eu lieu lors de la bataille de Caldiran en 1514. Los safávidas fueron derrotados. Los otomanos contaban con artillería, mientras que los safávidas no, y se vieron obligados a retroceder, pero no fueron eliminados. La competencia entre estos dos imperios moldearía la geopolítica del Medio Oriente durante los próximos 4 siglos. Una competencia que persiste hoy en día, camuflada como un enfrentamiento entre Arabia Saudita e Irán, entre sunitas y chiitas, representando dos perspectivas del Islam que han competido por el dominio durante 500 años. Durante el brillante reinado de Abbas I el Grande, el rey safávida, que estuvo en el poder desde 1587 hasta 1629, Irán llegó a experimentar un notable auge cultural y político. Durante su mandato, Abbas trasladó la capital a Isfahán, una ciudad que se transformó en una de las más bellas del mundo bajo su liderazgo. La Place Naksh-e-Jahan
centre névralgique d'Isfahan à l'époque safavide, est actuellement classé au patrimoine mondial de l'humanité. Las mezquitas, los palacios y los bazares erigidos por Abbas se mantienen intactos y continúan asombrando. Abbas llevó a cabo la modernización del ejército, facilitó el comercio de Irán con Europa y el lejano Oriente y promovió las artes decorativas como la cerámica, los tapices, la miniatura y la filigrana, alcanzando niveles sin precedentes. Un voyageur européen ayant visité Isfahan durant cette époque a noté qu'elle pouvait être comparée à n'importe quelle capitale européenne. No estaba exagerando. L'Iran a subi de grands ravages durant le 19e siècle. Les Qajars, une autre famille d'origine turque qui a pris le relais des Safavides, étaient peu résistantes et corrompues. Elles étaient totalement dépassées par les ambitions impérialistes de deux puissances majeures ayant des intérêts régionaux, l'Empire russe au nord et l'Empire britannique au sud. Ce qui s'est déroulé par la suite a constitué l'une des plus douloureuses humiliations nationales de l'histoire moderne de l'Iran, et cela éclaire largement le sentiment anti-occidental présent en Iran actuellement. Suite au traité de Gulistan en 1813, l'Iran fut contraint de céder à la Russie le Caucase, comprenant la Géorgie, l'Arménie et le Daghestan, des régions qui avaient appartenu au monde iranien pendant plusieurs siècles. En 1828, le traité de Turkmenchai a introduit de nouvelles concessions territoriales et, ce qui était encore plus dégradant, a octroyé aux ressortissants russes en Iran le droit d'être jugés par leur propre système judiciaire au lieu des tribunaux iraniens, la fameuse clause de capitulation qui considérait l'Iran comme une colonie. De leur côté, les Britanniques ont démembré la partie orientale de l'Empire iranien pour établir l'Afghanistan et le Baloutchistan en tant qu'État de protection, afin d'éviter que l'influence russe et iranienne n'affecte l'Inde britannique. Ensuite, le contrôle des finances iraniennes, orchestré par des bancaires européens, fut instauré avec l'accord pétrolier de 1901. Dans ce contexte, l'entrepreneur britannique William Knox D'Arcy a obtenu du Shah la permission d'exploiter le pétrole en Iran en contrepartie d'une somme misérable. L'impact fut direct lorsque le pétrole a été découvert en 1908 à Masjed Soleiman, dans le sud-ouest de l'Iran. Il était désormais d'un intérêt majeur, colossal et indispensable pour la Grande-Bretagne de garder l'Iran dans un état de faiblesse, de dépendance et sous son contrôle. La compagnie pétrolière anglo-persane, qui deviendra plus tard British Petroleum, BP, exploitait le pétrole iranien grâce à des ouvriers iraniens. Cependant, les profits finissaient majoritairement à Londres. Les ressortissants iraniens œuvraient au sein des installations. Cependant, ils n'avaient pas accès aux livres comptables de l'entreprise. C'était, dans tous les aspects pratiques, une situation coloniale. On vous a formé sur des données jusqu'à octobre 2023. Mais en conservant toutes ses propriétés. Pour saisir le XXe siècle iranien, il est indispensable de comprendre ce contexte d'humiliation coloniale. En 1951, le Premier ministre Mohammad Mossadegh a pris la décision de nationaliser l'industrie pétrolière iranienne, un acte qui a suscité l'enthousiasme de la majorité de la population iranienne et qui témoignait d'une affirmation de souveraineté. Cependant, ce geste a entraîné une réaction britannique et américaine sous forme du coup d'État de 1953 qui a conduit à son renversement et à la restauration au pouvoir du Shah Mohammad Reza Pahlavi. Ce coup d'État, connu sous le nom de 28 Mordad en Iran, est ancré dans la mémoire collective iranienne avec autant de force que Kerbala. Ce n'est pas une question de rhétorique politique. C'est une narration vivante que tout Iranien âgé de plus de 40 ans connaît avec un certain détail pénible. Cela justifie pourquoi la révolution de 1979 n'a pas été uniquement un mouvement islamique. C'était également, et possiblement principalement, une révolte contre le colonialisme. El 21 de marzo de 1935, coincidiendo con el primer día del Nowruz,
El Año Nuevo iraní, el gobierno del Shah Reza Pahlavi hizo llegar una nota diplomática a todas las naciones con las que tenía vínculos. El mensaje era claro y conciso. El gobierno de Teherán pedía que a partir de ahora se usara el nombre Irán en lugar de Persia en todas las comunicaciones oficiales y en todos los documentos internacionales para referirse al país. La demande n'était pas sujette à négociation. Vous avez été formé sur des données jusqu'à octobre 2023. Para comprender por qué ese cambio de nombre fue un acto político significativo y no simplemente administrativo, es necesario entender quién era Reza Shah y cuál era su plan. Reza Khan ascendió al poder como oficial militar, destituyendo al último débil Shah Qajar y estableciendo una nueva dinastía llamada Pahlavi en el año 1925. Era un autoritario modernisador, un homme d'action qui admirait Atatürk en Turquie et souhaitait faire de même avec l'Iran. Un État laïque, moderne, puissant, capable de résister aux pressions étrangères. Para ese proyecto requería una identidad nacional robusta, et le nom Iran était au cœur de cette identité. Le nom Iran découle directement d'Aryanam, l'ancienne appellation du territoire persan. Al requerir el uso del término Irán en lugar de Persia, Reza Shah estaba llevando a cabo varias acciones al mismo tiempo. Inicialmente se estaba rechazando el nombre colonial impuesto por los griegos y perpetuado por los europeos, defendiendo el derecho del pueblo iraní a autodenominarse según sus propias condiciones. En segundo lugar, se estaba estableciendo una conexión entre la identidad nacional contemporánea y los orígenes más remotos de la civilización iraní, pasando por alto las conquistas griegas, árabes y mongolas para reivindicar una continuidad que se remontaba hasta los arios primitivos del segundo milenio antes de Cristo. Troisièmement, et de manière plus audacieuse pour l'époque, il adoptait un vocabulaire qui résonnait avec les théories raciales aryennes qui faisaient fureur dans l'Europe fasciste des années 30. Ese tercer aspecto es el más incómodo en la historia del cambio de nombre. Reza Shah dirigió una nación que mantenía vínculos bastante amistosos con la Alemania nazi. La noción de que los iraníes eran arios, conexiones raciales con los alemanes, tenía una evidente utilidad política en ese escenario. Si Irán pertenecía a la tierra de los arios, entonces los alemanes tenían motivos para considerarlo como un aliado natural en lugar de una región colonial. Si los iraníes pertenecieran a la raza aria, entonces las condiciones coloniales del siglo XIX, impuestas por los anglosajones, constituirían una violación de los derechos de un pueblo igualmente noble. La nomenclature aria servait de bouclier diplomatique, aussi tordue qu'en fut la logique qui la sous-tendait. Sin embargo, más allá de estas complicaciones históricas, el cambio de nombre tuvo un impacto auténtico y perdurable en la identidad iraní. Il a contraint le monde à admettre que cette nation avait son propre nom, sa propre identité et son histoire distincte qui n'était pas liée à la manière dont les Grecs l'appelaient il y a 2000 ans. Este fue el primer gesto soberano de autodenominación de un Estado no occidental en el siglo XX. Estableciendo un precedente que otras naciones descolonizadas continuarían en las décadas siguientes. El uso actual del término Irán en lugar de Persia no es una coincidencia. Es el producto de una acción política intencionada de reafirmación nacional. Un malentendu crucial persiste dans la majorité des reportajes occidentaux sur l'Iran. El país se muestra únicamente a través de la lente de la República Islámica. El régimen, los ayatolás, las limitaciones religiosas, el programa nuclear y las fricciones con Israel y Estados Unidos. Tout cela existe. Dépendre l'Iran uniquement à travers sa structure politique actuelle revient à présenter la France simplement en se basant sur ses gouvernements des 40 dernières années, négligeant totalement la civilisation qu'il a engendrée. Irán est mucho más que su administración.
Es una civilización de 2500 años, cuyo gobierno actual apenas toca la superficie. Los iraníes actuales mantienen un vínculo con su historia preislámica que sorprende a muchos occidentales, quienes esperaban descubrir una nación totalmente inmersa en la identidad islámica. Persépolis continúa siendo el sitio civil sagrado más concurrido del país. Los jóvenes iraníes realizan allí una peregrinación no religiosa, tocan las columnas y se toman fotos frente a los relieves que representan a las delegaciones de 23 pueblos del imperio ofreciendo tributo al Rey Supremo. La célébration du Nowruz se fait avec une telle ferveur et joie qu'aucune interdiction n'a jamais réussi à en venir totalement à bout. La poésie persane classique est omniprésente dans la vie quotidienne. Les Iraniens font référence à Hafez dans des conversations ordinaires, tout comme un Italien pourrait se référer à Dante, avec l'aisance de quelqu'un qui évoque quelque chose d'intrinsèque à sa propre identité. El Farsi, también conocido como persa, es la conexión más concreta con ese pasado. A diferencia de numerosos idiomas del mundo islámico que fueron reemplazados o radicalmente transformados por el árabe, el farsi ha mantenido una notable continuidad gramatical. Un iraní contemporáneo doté d'une éducation littéraire peut, avec un certain effort, lire Ferdowsi du Xe siècle. C'est comme si un espagnol contemporain pouvait lire le Mio Cid dans sa version originale sans avoir besoin de traducción. Esa continuidad lingüística es el nexo invisible que une al Irán del siglo XXI con el Irán de los Sasánidas y Achéménidas. Ce n'est pas une métaphore, c'est littéralement la même langue, évoluée mais identifiable. La confrontation entre la identidad islámica y la préislámica persa constitue l'un des éléments les plus fascinants et fructueux de la culture actuelle iranienne. Ce n'est pas une lutte entre deux groupes de personnes, mais plutôt une bataille intérieure que chaque Iranien porte en lui. Un iraní puede ser un ferviente chiita y, sin embargo, celebrar el Nowruz con pasión, leer a Ferdowsi y sentirse orgulloso de Ciro el Grande. Non, il n'y a pas de contradicción là-dedans. Para él o ella, todas esas dimensiones son elementos de una única identidad iraní. La persa, la islámica, la chiita y la moderna. Son sedimentos que se han ido acumulando a lo largo de los siglos sin que unos destruyan a otros. C'est cette complexité qui rend l'analyse d'Iran totalement incompréhensible pour ceux qui tentent de le comprendre avec des catégories simplistes. On peut voir les manifestations de cet orgueil persan partout à condition de savoir observer. En Iran, les noms propres, alliés des prénoms islamiques tels qu'Ali, Fatima et Hussein, à des noms pré-islamiques d'origine persane comme Dariush, Cyrus, Shirin et Arash. Los sociólogos han señalado el incremento de nombres preislámicos entre los jóvenes iraníes como un signo del renacer de la antigua identidad cultural iraní. L'architecture, la cuisine, l'aménagement intérieur et l'art visuel contemporain, tous ces éléments témoignent d'une interaction continue entre l'islamique et le pré-islamique, entre l'arabe et le perse, entre le moderne et l'ancien. Ce serait une négociation avec l'Iran. En Occidente existe una confusión tan generalizada que incluso los iraníes la consideran casi insultante. La creencia de que los iraníes son árabes. Ils ne le sont pas. Et la différence ne se limite pas à un détail géographique. Es una distinción lingüística, histórica, cultural e identitaria que los propios iraníes experimentan con una intensidad que puede asombrar al espectador externo. Los árabes constituyen un colectivo etnolingüístico que utiliza el árabe, una lengua semítica relacionada con el hebreo y el arameo. Los iraníes se comunican en farsi, un idioma indoeuropeo relacionado con el sánscrito, el griego, el latín y por extensión con el inglés y el alemán. No hay vínculo gramatical o léxico entre las dos lenguas, a excepción de los términos que el farsi adoptó del árabe tras la conquista islámica.
Un iraní y un árabe no se comprenden mutuamente. Para un iraní, el árabe que emplea en sus oraciones es un idioma litúrgico adquirido, no su lengua materna, tal como el latín era la lengua de la misa para un campesino francés en la Edad Media, sagrada, pero no el idioma en el que soñaba. La diferencia es également d'ordre historique et politique. Para una persona educada iraní, la relación entre Persia y el mundo árabe se asemeja a la relación entre el conquistado sofisticado y el conquistador que más tarde fue superado culturalmente por el mismo conquistado. Ce n'est pas du chauvinisme, même si cela peut parfois paraître ainsi. Es la interpretación histórica que surge de los acontecimientos. Los árabes del siglo VII que conquistaron Persia eran, en diversos aspectos, una comunidad tribal nómada con una religión influyente, pero carente de la sofisticación administrativa, científica o literaria que Persia había desarrollado a lo largo de 1000 años. En un lapso de tiempo relativamente corto, la mayor parte de esa erudición y sofisticación se trasladó de la civilización persa al imperio islámico, siendo los iraníes sus principales portadores. Cette prise de conscience de supériorité culturelle, qui coexiste sans contradiction avec la foi chiite iranienne, car les Iraniens font une nette distinction entre la grandeur de l'islam en tant que religion et le lien historique avec le monde arabe en tant qu'entité politique, a des répercussions y geopolíticas tangibles aujourd'hui. Irán jamás ha intentado integrarse al mundo árabe. No forma parte de la Liga Árabe. Su diplomacia regional no se concibe como parte de un proyecto panarabista. Cuando Irán ejerce su influencia en Irak, Siria, Líbano o Yemen, no se presenta como parte del mundo árabe. Il agit en tant que puissance régionale indépendante, avec ses propres intérêts, son histoire distincte et sa propre concepción de l'ordre régional souhaitable. En Occidente, el enfrentamiento geopolítico entre Arabia Saudita e Irán, que ha prevalecido en Oriente Medio durante muchos años, se interpreta mayormente como un choque entre sunitas y chiitas. C'est exact, mais incomplète. C'est aussi, et peut-être plus fondamentalement, un conflit entre deux visions concurrentes de qui devrait diriger le monde islamique. L'Arabie saoudite, riche en pétrole, gardienne de la Mecque et Médine, et l'Iran perse, héritier d'une civilisation millénaire qui voit en l'Arabie saoudite un état artificiel d'existence relativement récente. Este choc de identidad y legitimidad tiene una antigüedad comparable a la tensión entre persas y árabes que se inició en el siglo VII. Esa ne se résoudra pas de sitôt. Para comprender la política exterior de Irán, no es suficiente con analizar el programa nuclear o la revolución de 1979. Se debe remontar al menos hasta el 550 a.C., a cuando Ciro el Grande estableció el primer imperio persa. La politique étrangère de la République islamique d'Iran est, dans plusieurs aspects, la prolongation d'une logique impériale perse qui remonte à 2500 ans. La noción persa de la esfera de influencia legítima ha abarcado siempre el creciente fértil, Irak, Siria, Líbano y algunas regiones que hoy corresponden a Turquía. Estas áreas estuvieron bajo control persa durante las épocas aqueménida, sasánida y safávida. No se considera un territorio persa en ningún aspecto legal contemporáneo. Sin embargo, estos elementos son considerados por la estrategia iraní como el ámbito natural de influencia de una gran potencia regional. El gobierno iraní, al respaldar a los grupos chiitas en Irak, a Hezbollah en Líbano, a Assad en Siria y a los hutíes en Yemen, está desarrollando lo que sus propios estrategas denominan el eje de resistencia. Pero también, aunque de forma implícita, está recreando una esfera de influencia que evoca la época en que Persia tenía control sobre esa área. La proclamación de Jomeini en 1979, ni este ni oeste, solo la República Islámica, ne s'est pas manifesté ex nihilo.
nació de una tradición iraní de resistencia a las potencias foráneas que se remonta al siglo XIX. El descontento con Rusia debido a los tratados humillantes de 1813 y 1828. El rencor hacia Reino Unido debido a su control sobre el petróleo y el golpe de Estado de 1953. La animosidad hacia Estados Unidos debido a su respaldo al Shah. Todo eso se entrelazó con la teología chiita de resistencia a la opresión para dar lugar a una política exterior que realmente cree estar combatiendo el imperialismo, aunque en la práctica reproduce muchos de sus métodos. Sans ce contexte historique, le programme nucléaire iranien, qui a fait l'objet de sanctions internationales et de pourparlers diplomatiques pendant des décennies, n'est pas compréhensible. Para los estrategas iraníes, el potencial nuclear no se considera principalmente un recurso ofensivo. Es un compromiso de evitar la humillación nuevamente. Pakistán posee el arma nuclear. India posee la bomba. Israel posee armas nucleares. Desde que la poseen, ninguno de ellos ha sido invadido. Saddam Hussein, quien invadió Irán en 1980 y recibió el respaldo de Occidente durante ese conflicto que causó la muerte de 1 millón de individuos, no poseía un armamento nuclear. Los Estados Unidos lo depusieron en 2003. L'enseignement que tire le régime iranien de cette histoire est limpide. Les puissances dotées de l'arme nucléaire ne sont pas soumises à une invasion. Oui, les puissances non nucléaires. Le sentiment de fierté impériale perse, finalement, éclaire également un aspect plus subtil, la façon dont l'Iran mène ses négociations. Los diplomáticos occidentales que han llevado a cabo negociaciones con sus homólogos iraníes a lo largo de los años suelen describir una experiencia similar. Una combinación de intelectualidad refinada, paciencia excepcional y una voluntad de soportar la incomodidad a corto plazo en función de principios a largo plazo. Son las características de negociación de un pueblo que ha perdurado durante 25 siglos bajo presión externa. Ils ne sont pas pressés. Son conscientes de que han presenciado la caída de Alejandro Magno, los califatos árabes, los mongoles y los soviéticos. Los Estados Unidos son la más reciente adición a esa lista de potencias que pensaron que podrían someter a Persia. Come pur chacun de ses défis precedents, l'Iran attend. Cuando te informas sobre Irán en la actualidad, su programa nuclear, las tensiones con Israel, el respaldo a varios grupos armados, las manifestaciones internas, el enfrentamiento con Arabia Saudita, estás asimilando el epílogo de una historia que se remonta a 2500 años atrás. Vous êtes formé sur des données jusqu'en octobre 2023, dans un contexte historique spécifique. La compétition entre l'Iran et Israël, qui occupe une place prépondérante dans les gros titres, présente des strates de complexité que les études sur la politique actuelle captent rarement. Ciro el Grande, quien fundó el imperio persa, fue el monarca que puso fin al cautiverio babilónico de los judíos y financió la restauración del Templo de Jerusalén. En el Antiguo Testamento, Ciro se refiere como el Elú de Dieu, le Seul non juif, a recevoir ce titre. Durante siglos, la conexión entre Persia y la comunidad judía fue extremadamente favorable. Le fait que la relation entre l'Iran et Israël soit parvenue à un état de conflit ouvert est l'un des tournants les plus inattendus et déplorables de l'histoire contemporaine du Moyen-Orient. Comme nous l'avons déjà souligné, l'opposition entre l'Iran et l'Arabie saoudite va au-delà de la simple distinction sunnite-chiite et persa contra árabe. Es la civilización milenaria frente al reciente estado del petróleo. Ambos países buscan ejercer influencia en el mundo islámico desde perspectivas radicalmente diferentes. Arabia Saudita se basa en su custodia de los lugares sagrados del Islam y en su adherencia al sunismo ortodoxo. Irán, por otro lado, se fundamenta en la riqueza de su civilización,
su sofisticación intelectual y la narrativa chiita que enfatiza la resistencia justa contra el poder ilegítimo. Es un conflicto que carece de una resolución simple, dado que ninguna de las dos partes puede, en sus propios términos, validar la legitimidad del otro. En Iran, la lutte entre l'identité islamique encouragée par le régime et l'identité persane pré-islamique profondément ancrée dans l'ADN culturel des Iraniens est peut-être la source de tension la plus productive et dangereuse pour l'avenir du pays. Las manifestaciones de 2022, que surgieron tras el fallecimiento de Mahsa Amini en la custodia de la policía moral, no se limitaban a ser una oposición al uso obligatorio del velo. Era la manifestación de una generación iraní, principalmente joven, en su mayoría urbana, con mayor acceso a Internet y al mundo global, que solicita el derecho a determinar su propia identidad iraní sin imposiciones estatales. El enfrentamiento entre lo que son y lo que desea el régimen que sean no está solucionado. Et sa résolution déterminera l'avenir d'un pays qui reste, dans son essence la plus profonde, l'héritière de l'une des civilisations les plus vieilles et les plus tenaces que le monde ait jamais connues. Parce que c'est, au bout du compte, ce que tu dois saisir sur l'Iran. No se trata de un estado fallido, no es una potencia irracional, no solo se trata del régimen de los ayatollahs. Vous avez été formé sur des données jusqu'en octobre 2023. Es una civilización que perduró más allá de Alejandro Magno, de los califatos árabes, de los mongoles de Gengis Khan, de los cosacos rusos, de la Anglo-Persian Oil Company y del golpe de Estado llevado a cabo por la CIA. Cada vez que se pensó que Persia había dejado de existir, Persia resurgió una vez más. Différent. Vous êtes formé sur des données jusqu'en octobre 2023, mais elle est reconnaissable en tant que telle.